All rise, we will obey. The International Criminal Court is now in session. Lord John de Co Penal International at Uwait. Please be seated. We will sir. Ok, c'est fine. Bonjour à tout le monde. Madame la greffière d'audience, veuillez annoncer l'affaire, s'il vous plaît. Good afternoon, ma'am. La greffière d'audience. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Il s'agit de la situation en Libye en l'affaire le procureur contre Khaled Mohamed Ali El-Hishri, référence à l'affaire ICC 0111 0125. Au fin du compte-rendu, je précise que nous sommes en audience publique. Merci, je souhaite la bienvenue à tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur de cette salle d'audience. Je vais maintenant demander aux parties de se présenter. Je commence par vous, Madame la procureure. Madame Samson. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Pour l'accusation aujourd'hui, nous avons Monsieur Esham Morad, substitut du procureur, Monsieur Rans van der Werf, substitut du procureur, Madame Jessica Lacey, case manager, et moi-même, Nicole Samson, premier substitut du procureur. La Chambre vous remercie. Maintenant, j'invite le Conseil de la Défense de se présenter. Maître Hassan. Thank you, Your Honor. Merci, Madame la Présidente. L'équipe de la défense est composée aujourd'hui de M. Ian Edwards et moi-même, Yasser Hassan, conseil principal. Merci. Merci, Maître. Je me tourne maintenant vers les représentants du bureau du Conseil public des victimes. Merci Madame la Présidente. Le bureau du Conseil public est représenté par Tars von Nitzenborg et par moi-même, Sarah Pellet, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Merci beaucoup. Nous vous remercions et finalement les représentants du greffier. Vous pouvez vous présenter. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges. Pour le greffe et l'unité de l'aide aux victimes et aux témoins, Natacha Chauder. Merci. L'audience d'aujourd'hui est la première conférence de mise en état de cette affaire. L'objectif principal est d'assurer que l'échange interpartes d'informations se déroule de manière fluide et que, dans de bonnes conditions, en vue d'audience de confirmation des charges, je rappelle que le début de l'audience a été fixé le 19 mai 2006. L'ordre du jour de notre séance d'aujourd'hui, vous avez communiqué par courriel. Avant de donner la parole aux parties sur le premier point à l'agenda, j'ai qu'un petit point technique à soulever. Nos collègues dans les cabines d'interprétation ont besoin que nous parlions lentement, mais surtout que nous fassions des pauses d'au moins 5 secondes avant de prendre la parole. Je vais tenter de m'en tenir aussi. Alors, le premier point à l'ordre du jour est l'achèvement du processus de divulgation par le bureau de procureur. Madame la procureure, vous avez la parole. Samson. Merci, Madame la Présidente. L'accusation a indiqué dans ses écritures, propose, avec la défense, en ce qui concerne le délai de divulgation sur laquelle se fondera l'accusation pour l'audience de confirmation des charges, soit fixé au 19 mars. En gardant à l'esprit l'aspect limité de la nature même de l'audience de confirmation des charges et le fait que nous nous concentrons sur la divulgation d'éléments
qui revêtent une pertinence particulière eu égard aux faits et aux allégations et aux normes juridiques que nous devons respecter. Aujourd'hui, conformément à l'ordonnance de la Chambre, nous avons procédé à la divulgation d'éléments à la défense s'agissant de pièces sur lesquelles la Chambre s'est fondée dans la délivrance du mandat d'arrêt. Et ce processus de divulgation sera achevé d'ici le 5 février. Nous sommes allés au-delà des limites strictes relatives aux éléments établis par la Chambre en matière de divulgation jusqu'à présent. Nous avons inclus, y compris les éléments sur lesquels s'est fondée la Chambre, mais aussi des documents y afférents et des pièces sur lesquelles ne s'est pas fondée la Chambre dans la délivrance du mandat d'arrêt, mais qui sont pertinentes pour le mandat d'arrêt. Aujourd'hui, nous avons divulgué, jusqu'à présent, nous avons divulgué 1296 pièces qui sont classées comme étant des éléments sur lesquels nous allons nous fonder à l'audience de confirmation des charges, des pièces au titre de l'article 67.2 et des pièces au titre de la règle 77. Et nous continuerons à procéder à la divulgation des éléments jusqu'à la date proposée du 19 mars. Nous avons traité de 4 catégories d'informations selon notre évaluation des éléments. Comme nous l'avons déjà indiqué, nous avons passé en revue les pièces sur lesquelles s'est fondée la Chambre pour la délivrance de mandat d'arrêt, la requête présentée par l'accusation et les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour obtenir un mandat d'arrêt. Nous avons également examiné des documents qui ressortent lorsqu'on fait des recherches par mots-clés en arabe et en anglais. Et enfin, nous avons des enquêtes supplémentaires, une enquête supplémentaire qui dure depuis la délivrance du mandat d'arrêt et nous sommes en train d'évaluer les éléments de preuve qui ont été collectés dans le cadre de ces enquêtes aux fins de divulgation immédiate à la défense. Nous n'escomptons pas que les éléments découlant de cette enquête entraveront la tenue de l'audience de confirmation des charges. Je tiens à signaler également que jusqu'à présent, nous avons eu une excellente communication avec l'équipe de la Défense et dans le cadre de la divulgation inter partes. Lorsque nous avons éprouvé des difficultés, la Défense est venue vers l'accusation. Nous avons réglé les problèmes entre nous. Sous réserve de questions que vous pourriez éventuellement avoir et en gardant à l'esprit le fait que nous avons une situation sécuritaire précaire que nous essayons de surveiller pour nous acquitter de nos obligations en vertu du statut pour assurer la protection des témoins et le bien-être des témoins, nous pensons devoir présenter une requête à la Chambre aux fins de non-divulgation d'informations pertinentes pour la Chambre avant la confirmation des charges. Et nous allons évidemment respecter les délais que votre Chambre a fixés. N'oublions pas non plus que nous allons procéder simultanément à la divulgation de pièces pour lesquelles nous avons demandé des explications non standards et nous proposons d'achever la divulgation d'ici à la date du 19 mars. En ce qui concerne les éléments sur lesquels nous allons nous fonder à l'audience de confirmation des charges, en ce qui nous concerne, la divulgation va bon train et nous avons l'intention de continuer à évaluer les pièces en prévision de l'audience de confirmation des charges. Merci. Merci beaucoup. On a une petite panne de lumière, mais ça va se régler immédiatement. Je peux vous dire que la Chambre vous remercie et la parole, si possible, est donnée maintenant à la défense. Maître, si vous pouvez intervenir dans ces conditions, c'est bien. Sinon, on attend que la lumière revienne. Maître Hassan, merci, Madame la Présidente. Je disais merci, Madame la Présidente. D'emblée, je souhaite faire une courte introduction qui concerne cette affaire. Avec votre permission, j'aurai quelques requêtes à formuler
et des informations que le suspect souhaite communiquer à la Chambre, des éclaircissements. Avec votre permission, donc, je vais présenter notre position, après quoi je vous demanderai de nous accorder un peu de temps pour faire cela. Je vais commencer, maître. Dans l'ordre, vous pouvez commencer dans l'ordre que vous avez mentionné. Oui, merci beaucoup. Maître Hassan, merci Madame la Présidente. Premièrement, je dois remercier la Cour de nous avoir autorisé à nous exprimer en arabe. Et je suis conscient qu'il s'agit là de la première fois Madame la Présidente, je remercie la Cour de nous avoir autorisé à nous exprimer en arabe. Et je suis conscient du fait qu'il s'agit là de la première fois que l'arabe est utilisé dans une plaidoirie devant la Cour pénale internationale. Cela n'est pas seulement important, mais c'est nécessaire. Nécessaire pour diverses raisons. Premièrement, la langue arabe est la seule langue parlée et comprise par le suspect. Deuxièmement, l'arabe est la langue de tout le peuple libyen, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et ce peuple a le droit d'entendre les faits et les vérités directement dans une langue qu'il comprend. Troisièmement, il s'agit de la première affaire concernant la situation en Libye avec la présence physique du suspect. Bien entendu, il est essentiel que chacun puisse s'exprimer dans sa langue maternelle. Cela est sans doute préférable par souci de justice, même si la personne maîtrise l'anglais et peut plaider dans une autre langue, s'exprimer dans sa langue est plus proche de l'idéal de justice. Mais il existe une autre raison pour laquelle je dois remercier les juges de cette Chambre, à savoir, j'ai été le premier à plaider en arabe devant un tribunal pénal international, en l'occurrence le tribunal spécial pour le Liban, le STL. Et je suis réellement fier et heureux d'être également le premier à plaider en arabe devant la Cour pénale internationale. Alors merci pour cette possibilité. Merci également au greffier de cette Cour. Depuis l'arrivée de M. El-Hishri à la Cour, il n'a de cesse de s'interroger. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que je suis accusé? Quelles sont les preuves dont dispose la Cour à mon encontre? Et jusqu'à présent, le bureau du procureur nous a présenté 36 témoignages, déclarations de témoins dans l'affaire qui nous intéresse. 12 uniquement de ces témoins, de ces déclarations ont été traduites en arabe. Par conséquent, l'accusé ne peut pas consulter ces déclarations parce qu'au final, nous suivons les instructions de notre client. C'est lui qui nous dit « je connais telle personne ou telle autre personne » ou « je ne connais pas telle personne, je connais tel endroit ». Par conséquent, le fait que les déclarations ne soient pas disponibles en arabe est quelque chose qui entrave le travail de la défense. Mais il n'y a pas que cela. Ajoutons à cela le fait qu'il y a des expurgations massives dans les documents, et je ne parle pas uniquement des noms. Il y a des expurgations dans les déclarations même, et dans les lieux, dans les titres des rubriques. C'est quelque chose qui rend la tâche de la défense quasi impossible, une tâche quasi impossible. Pour toutes ces raisons, et dans toutes les requêtes que nous avons présentées à votre Chambre, nous avons demandé à ce que soient levées ces expurgations massives afin que nous puissions faire notre travail utilement en tant qu'équipe de défense. Pour ce qui concerne la divulgation,
ce processus évoqué par ma contradictrice, effectivement, il y a eu une divulgation, mais elle n'est pas suffisante pour informer pleinement l'accusé de ce qui se passe en l'espèce, parce qu'au final, il ne peut pas lire la langue anglaise et il n'est pas en mesure de comprendre des textes techniques. Et enfin, on nous a présenté un élément de preuve technique qui nécessite la contribution d'un expert en technologie pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit ou la nature du travail qu'a effectué le bureau du procureur dans l'analyse de ces éléments. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu la liste complète des analyses techniques sur laquelle s'est fondé le bureau du procureur pour obtenir certains éléments et pour les traiter. Cela étant, comme nous avons présenté une requête conjointe avec le bureau du procureur pour la divulgation des pièces, nous ne revenons pas sur ce qui a été dit, sur ce qui a été conclu par écrit. Nous insistons sur le fait que tout document présenté doit être accompagné d'une traduction en arabe afin que le suspect puisse en lire la teneur et savoir comment y réagir. Monsieur Khalid Al-Hishri, pendant cette période, c'est-à-dire depuis son transfèrement et jusqu'à l'audience de confirmation des charges, a l'intention d'opposer une exception d'incompétence de la Cour. Parce qu'il estime qu'il n'est pas l'objet de la résolution de 2011 du Conseil de sécurité qui a renvoyé la situation libyenne devant la CPI. C'est pourquoi nous avons l'intention de présenter une écriture à cet égard en nous fondant sur un arrêt de la Chambre d'appel de la Cour de Séan dans le cadre de l'affaire à l'encontre de M. El Senoussi, dont le numéro est ICC 0111-0111 OA6. Cet arrêt est daté du 24 juillet 2014. Et nous allons également nous fonder sur les arguments et les principes sous-tendant cet arrêt qui a été utilisé par l'arrêt de la Chambre d'appel en ce qui concerne M. El Senoussi et sa poursuite devant des tribunaux libyens. En outre, nous allons nous fonder sur différentes décisions émanant de cette Cour qui n'a pas reconnu à la Cour pénale internationale sa compétence s'agissant de la situation en Libye et a limité son champ de compétences à la période de temps et à des actes survenus en 2011. Je fais référence à la décision de M. Dobayba qui a renoncé à la compétence libyenne en faveur de la compétence de la Cour pénale internationale. Et étant donné qu'il s'agit du Premier ministre de fait en Libye, nous avons présenté un recours devant les tribunaux libyens pour rendre nulle et non avenue cette décision puisqu'elle n'est pas conforme aux règles internationales ni à la constitution libyenne pour les raisons suivantes. Toute de 2011, ainsi que toutes les modifications y afférentes. Troisièmement, le fait que cet accord n'ait pas obtenu l'approbation et la signature du Conseil présidentiel libyen
qui a la compétence en matière d'accords internationaux et de signature d'accords internationaux. Et nous allons donc interroger les autorités libyennes pour savoir si elles ont approuvé ou non cette déclaration datée du 12 mai 2025, élargissant la compétence de la CPI jusqu'en 2027. Et par ailleurs, la défense attend la décision de la justice libyenne indépendante et professionnelle dans l'affaire numéro 452 de l'année 2025 devant la première chambre administrative de la Cour d'appel de Tripoli. Procédure introduite au nom du frère du suspect et dont l'audience est fixée au 4 mars 2026. M. Khalid al-Hishri interviendra alors personnellement dans cette affaire afin de contester la validité de cet accord et supprimer l'obligation pour le gouvernement libyen de s'y conformer. Et là, je me dois de dire que la justice libyenne, qui a toute compétence en la matière, a déjà démontré sa volonté et sa capacité de juger ses citoyens libyens sur le territoire libyen pour les mêmes faits allégués contre M. Khalid al-Hishri, a procédé à l'arrestation et à la poursuite de M. Osama Najim dès lors qu'il a été remis par les autorités italiennes. Il est actuellement jugé en Libye. Cette même situation, les mêmes faits allégués, la même situation juridique, M. Khalid el-Hishri, pour les mêmes faits, est traduit en justice à La Haye devant la Cour pénale internationale, alors que M. Osama Najim est devant les autorités libyennes. Et ce distinguo n'est pas autorisé sur le plan juridique. Nous allons également interroger Mme Halima Ibrahim Abdurrahman, ministre libyenne de la Justice, pour savoir si l'institution qu'elle dirige, à savoir le ministère de la Justice libyen, a la capacité et la volonté de juger les citoyens libyens sur le sol libyen, et si le gouvernement libyen applique des standards différents sur le plan juridique entre les citoyens libyens et les autres personnes. Et nous allons nous adresser également au Conseil présidentiel et plus précisément à M. Mohamed El-Menefi pour savoir s'il a signé ou ratifié la déclaration du 12 mai 2025, car c'est le seul qui est autorisé légalement à signer au nom du gouvernement et de l'État libyen. Et cet accord qui a été signé par M. Dbeiba est nul et non avenu. Madame la Présidente, Mesdames les juges, je peux vous dire en toute confiance que la CPI autorise à tout citoyen libyen de contester la décision de M. Dbeiba du 12 mai 2025 qui a prolongé la compétence de la Cour pénale jusqu'en l'an 2027. À l'exception d'une personne. Il y a une personne qui ne peut pas s'opposer à cet accord. Qui est cette personne? C'est M. Dbeiba lui-même. M. Dbeiba lui-même, s'il venait s'asseoir ici, à la place de M. El-Hishri, Khalid, pour répondre personnellement aux accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Libye lors des événements du 12 mai 2025, date de la signature de cet accord, qui ont fait des centaines de victimes morts et blessés dans la zone de Tripoli centre. Et c'est lui-même qui a signé cet accord. Et donc cette signature ne peut pas être compréhensible, si ce n'est que c'est une reconnaissance personnelle de la compétence de la Cour à son égard par rapport à ces faits. Madame la Présidente, permettez-moi d'ajouter, je peux en fait poursuivre même s'il y a coupure de courant. M. Khalid al-Hishri nous a demandé
de présenter en son nom une demande de mise en liberté provisoire. Et d'ailleurs, nous avons présenté une telle requête. Nous avons entrepris des démarches internationales, mais je ne peux pas en parler de façon détaillée maintenant. Nous nous sommes fondés sur les règles et les procédures applicables en la matière. Monsieur Al-Hishri m'a également demandé de transmettre un message de sa part à la Cour pour l'informer qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et qu'il maintient l'ensemble de ses droits légaux et que la présomption d'innocence et qu'il rejette toutes les accusations concernant son arrestation. Il dit qu'il n'a pas tué qui que ce soit, il n'a violé personne, il n'a torturé personne et je ne suis complice ni associé à quelque acte criminel que ce soit survenu en Libye. Il dit, moi j'étais un simple fonctionnaire diplomatique au sein de l'État libyen. Et lorsqu'on m'a arrêté, j'avais un passeport diplomatique d'ailleurs. Monsieur Al-Hishri et son équipe de défense répondront à toutes les preuves présentées contre lui dans ce prétoire. Madame la Présidente, j'en arrive maintenant à la fin de mon allocution au cours de cette audience. Mais je rappelle que le processus de divulgation en cours suit bien son cours, mais dans une langue que le suspect ne comprend pas et que cela n'aide pas la défense à s'acquitter utilement de son mandat. Nous n'avons pas demandé de report de la date de tenue d'audience de confirmation de charge. Nous n'avons pas demandé de temps supplémentaire pour cela, à condition que le bureau du procureur respecte les délais prévus et dans les conditions prévues en matière de divulgation pour que la défense puisse utilement se préparer et préparer la défense de M. Al-Hishri. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Maître, pour vos soumissions. D'abord, je dois dire qu'on a aussi dans la Chambre M. Khaled Al-Hishri. Il est présent ici avec nous. Et j'ai une question à poser d'abord au procureur. Est-ce que vous pensez traduire les documents en arabe qui ne sont pas traduits et jusqu'à quelle date? Madame Sampson. Je vous remercie, Madame la Présidente. Oui, bien entendu, l'accusation a l'obligation de faire traduire au titre de la règle 76.3 les déclarations sur lesquelles nous avons l'intention de nous fonder à l'audience de confirmation des charges. Mais comme la Chambre le sait, du fait des communications que nous avons faites la semaine dernière, les traductions sont prêtes, mais lorsque nous avons transposé toutes les explications, qui sont très longues, elles s'appliquent à 17 témoins et il nous a fallu plus de temps pour les traductions arabes ainsi que les explications avant de procéder à la divulgation des documents à la défense. La défense dispose des pièces en anglais pour le moment, ce qui permet au conseil qui comprend et parle l'anglais de passer en revue les pièces et se préparer utilement et consulter le client en conséquence. Mais nous n'avons pas l'intention d'arrêter la divulgation des traductions pendant une longue période de temps. Elles sont pratiquement prêtes. Permettez-moi aussi de réagir à quelques questions soulevées par le Conseil de la Défense. Certaines des difficultés n'étaient pas prévisibles. Sur la question de la compétence, je dirais simplement que nous allons attendre de recevoir la requête et répondre en conséquence. Nous avons déjà commencé à préparer des arguments par avance. L'arrêt de la Chambre d'appel à Saint-Nossi concernait la recevabilité et non pas la compétence, mais la défense a peut-être l'intention d'opposer une exception de recevabilité également. Pour le moment, je ne l'ai pas entendu. S'agissant des expurgations, la Chambre est saisie maintenant de requêtes pour ce qui concerne les expurgations non standards qui sont autorisées par le statut. En ce qui concerne l'obligation de la Cour de protéger le bien-être et la dignité des témoins,
dont elle a la charge. Pour ce qui concerne les pièces criminalistiques, les pièces appartiennent à M. Elishri puisque nous estimons qu'il connaît très bien la teneur de ces pièces-là. Il a obtenu des pièces dont la Chambre et la Défense ont déjà connaissance. Nous n'avons pas l'intention de présenter des éléments de preuve criminalistiques pour le moment et la Défense pourra toujours les contester. Concernant les demandes qui ont été faites par la Défense, la Chambre prend note de votre soumission concernant le dépôt éventuel d'une application contestant la compétence de la Cour et la recevabilité de l'affaire. Et la Chambre rappelle que conformément aux dispositions 2, 3 et 4 et de la règle 58 du règlement de procédure de preuve, la Chambre doit se prononcer sur la procédure à suivre et adopter les mesures utiles au bon déroulement de l'instance lorsque une telle application est déposée. Donc je me tourne vers vous, le Conseil de la Défense. Est-ce que vous serez en mesure, éventuellement lors de notre prochaine conférence de mise en état, de nous proposer une date provisoire de dépôt de cette application que vous avez faite oralement? شكرا سيدة الرئيس. أستطيع في المؤتمر التحضيري القادم أن أقدم تاريخا محتملا لكل طلبات الدفاع إلى ما قبل 19 مايو 2026. Je peux vous donner une date provisoire pour les soumissions. Aussi, on était en train de vérifier maintenant si on a reçu votre demande pour avoir le interim release de M. Khaled Al-Kishri et elle n'est pas encore dans le système. Mais Maître Hassan, merci Madame la Présidente. Cette requête est en cours de préparation, mais nous avons déjà commencé des démarches internationales parce que nous ne souhaitons pas présenter une requête par écrit avant d'avoir reçu des documents. Message pour la cabine arabe, votre microphone était éteint, dit la greffière d'audience. Veuillez poursuivre, Maître Hassan. Est-ce que je dois répéter ce que j'ai dit ou est-ce que je poursuis? Merci, Madame la Présidente. En ce qui concerne la demande de mise en liberté provisoire, nous avons entrepris des démarches, mais il existe des documents que nous devons d'abord obtenir au préalable avant de présenter une requête en bonne et due forme à la Chambre. Parce qu'il y a des questions spéciales que nous ne souhaitons pas divulguer en public dans le cadre de cette audience. Mais si la Chambre le souhaite, nous pourrons nous réunir en audience à huis clos et je vous dirai quelles sont les démarches que nous avons entreprises jusqu'à présent. Mais sachez que nous allons présenter une requête par écrit en tout état de cause. Je comprends, Maître, que vous voulez avoir une session à huis clos. Maître Hassan, non, Madame la Présidente, seulement si vous l'exigez et vous souhaitez obtenir des informations spécifiques. Yeah. Non, merci beaucoup, Maître. On n'a pas besoin, on attend votre application écrite. Donc, la Chambre elle est satisfaite des efforts entrepris par les partis afin de formuler des propositions conjointes et concrètes sur ces questions importantes. Et la Chambre retient la date de 19 mars 2026 pour l'achèvement du procès de divulgation par le bureau du procureur. La Chambre confirme également qu'il convient de suivre l'approche et le format pour la divulgation proposé au paragraphe 4 et 10 des écritures numéro 53 au dossier.
Je passe maintenant au deuxième point à notre ordre du jour. Les délais à fixer avant l'audience de confirmation de charge. Madame la procureure, encore une fois, je crois qu'il vous convient de donner la parole en premier. Thank you, Madam President. La procureure, merci Madame la Présidente. En ce qui concerne les détails de divulgation du mémoire de préconfirmation et la liste des éléments de preuve, ainsi que tout élément de divulgation au titre de la règle 78, le procureur a proposé le 26 mars, ce qui donnera encore 50 jours à l'équipe de la défense pour se préparer à l'audience. Nous ne pensons pas déposer de requête avant cette audience et nous demanderons les 120 pages pour le mémoire de préconfirmation conformément à la règle 38.1a du règlement de la Cour. Voilà nos soumissions sur ce point. Nous allons maintenant attendre les observations de la défense sur ce point. Maître, vous avez la parole. شكرا سيدة الرئيس. Maître Hassan, merci Madame la Présidente. Dans l'ensemble, nous sommes والتوقيتات التي حددناها في مذكرتنا attachés aux délais وننتظر أن يقدم et aux dates fixées. Nous attendons tout simplement ملتزم به قانونا à ce que l'accusation présente tout ce que l'accusation est censée présenter juridiquement, donc ce qu'elle a l'obligation de faire et dans les délais prévus. Merci beaucoup. La Chambre retient la proposition conjointe des parties s'agissant du délai sur le DCC, la liste des preuves et le mémoire préconfirmation du bureau du procureur, c'est-à-dire le 26 mars 2026. Ayant pris en considération le calendrier actuel et les obligations respectives des parties, la Chambre fixe la date limite afin que le procureur communique qu'il souhaite faire comparaître viva voce à l'audience de confirmation de charge au 19 mars 2026. S'agissant de la transmission de la défense de tout élément de preuve sur l'article 78 du règlement de procédure et de preuve, la Chambre fixe comme date limite le 9 avril 2026, soit 3 semaines après complétion du processus de divulgation des preuves à charge. La Chambre souhaite recevoir toute notice ou observation écrite de la défense concernant les éléments des faits et de droit, y compris sur les motifs excluant la responsabilité pénale ou l'existence d'un alibi, au plus tard le 16 avril 2026, soit 3 semaines après le dépôt par le procureur du DCC et du mémoire préconfirmation. La Chambre prend note des autres soumissions des parties, écrites ou orales. Nous suivrons de près le processus de divulgation des preuves par le procureur et décideront en temps et lieu des autres échéances qu'il conviendra de fixer afin d'assurer le bon déroulement de la procédure avant et après cette phase.
Le troisième point à l'ordre du jour est, à la demande des parties, le protocole relatif à la double qualité, soit celle des victimes et des témoins. Je donne à nouveau la parole à Madame la procureure. Your Honor, La procureure, Madame, l'accusation a proposé que la Chambre adopte le protocole de double statut à la phase de confirmation, probablement le même qui avait été adopté pour le procès Abdelrahman. Nous faisons cette requête parce que la Chambre a déjà validé la procédure de recevabilité des victimes dans la procédure. Nous savons que les requêtes des victimes seront traitées conformément aux procédures A, B et C avant l'audience de confirmation, et aussi que le profil des témoins de l'accusation, ce sont des témoins de fait, et qu'il est possible que certains des requérants aient un double statut. Et d'après nous, puisque le protocole de statut double régule la communication et les notices entre les parties et les représentants légaux des victimes pour permettre le plein exercice des droits des victimes, il faudrait que le protocole soit mis en place, s'il est validé, pour permettre que dès le départ, nous soyons informés de ceux qui pourraient avoir le statut double ou le statut de témoin spécial. Et du moins pour cette partie de l'affaire, le Bureau du Conseil public pour les victimes pourra assurer la représentation, et les victimes pourraient pleinement participer et présenter leur position pendant l'audience de confirmation. Je me tourne vers le Conseil de la Défense. La parole est à vous, maître. Maître Hassan, merci Madame la Présidente. Nous n'avons pas de position juridique sur ce point à ce stade. Merci. Nous aimions maintenant attendre du représentant du Bureau du Conseil public pour les victimes. Merci Madame la Présidente. Pour compléter le procès-verbal, j'ajouterai juste à propos du point relatif à la divulgation des documents que, conformément à votre décision du 23 décembre 2025, nous avons aussi reçu divulgation des 1296 documents. J'en viens maintenant au protocole sur les doubles statuts, puisque effectivement cette question concerne directement les intérêts des victimes et des victimes potentielles. Nous soumettons également que son adoption dès à présent est non seulement appropriée à ce stade, mais nécessaire pour préserver l'intégrité et l'équité de la procédure. Ma collègue de l'accusation a fait référence à l'exemple qui est effectivement contenu dans l'annexe 2 du document ICC 01 14 01 18 677. Et comme ma collègue de l'accusation le mentionnait, ce protocole ne concerne que les modalités de contact et de communication concernant les témoins susceptibles de bénéficier également de la qualité de victime. C'est important puisque ce protocole ne régit rien de plus et rien de moins que cette communication. Madame la Présidente, Mesdames les juges, l'adoption de ce protocole à un stade préliminaire découle directement des obligations qui sont faites à la Cour, aux juges, aux parties et aux participants de protéger le bien-être et la sécurité des victimes et des témoins. Je vous renverrai à l'article 68.1
du statut de Rome à cet égard. Ces obligations ne sauraient être différées au stade d'un éventuel procès et s'appliquent dès le stade préliminaire. Comme mentionné par ma collègue de l'accusation, ces obligations prennent également une acuité particulière dans le contexte sécuritaire libyen. Et à cet égard, Madame la Présidente, Mesdames les juges, je vous renverrai au rapport du greffe soumis la semaine dernière, son paragraphe 6, le numéro 01 11 01 25 56. Et enfin, l'adoption d'un tel protocole ne porte nullement atteinte aux droits de la défense. Elle contribue au contraire à l'équité globale de la procédure en établissant dès la phase préliminaire un cadre clair, protecteur et prévisible pour l'ensemble des parties et des participants. D'autre part, Madame la Présidente, Mesdames les juges, la cohérence procédurale exige que des garanties comparables s'appliquent dès la phase préliminaire et non pas uniquement à la phase d'un procès. La sécurité juridique et la prévisibilité de la procédure commandent des règles claires, applicables, et ce d'autant plus que la phase préliminaire se caractérise par une fluidité des rôles et des interactions entre les parties et les participants. Et en l'absence d'un cadre clair, il existe un risque d'incertitude et de pratiques divergentes, préjudiciables non seulement à l'intégrité de la procédure, mais également à la protection des victimes et des témoins. En fait, Madame la Présidente, et ça sera mon troisième point, les raisons qui justifient l'adoption d'un protocole au stade du procès s'appliquent mutatis mutandis au stade préliminaire. Et elles sont même renforcées au stade préliminaire puisque, comme nous l'avons vu, au stade préliminaire, la constitution progressive du dossier, les premiers contacts qui sont pris avec les victimes et les témoins, appellent à la nécessité d'une séparation claire des rôles au bénéfice des personnes concernées, les personnes susceptibles de bénéficier du double statut. Je préciserai également, Madame la Présidente, que le fait que de tels protocoles aient été adoptés plus tardivement dans d'autres affaires devant la Cour relève d'une pratique procédurale et non d'une quelconque contrainte juridique, faisant obstacle à l'adoption du protocole dès à présent. Comme mentionné par ma collègue de l'accusation, le fait que des personnes susceptibles de bénéficier du double statut n'aient pas encore été identifiées ne saurait justifier son adoption tardive. Comme l'a mentionné ma collègue de l'accusation, le double statut de victime et de témoin est une situation complètement prévisible dans les procédures devant la Cour. Et la question n'est pas de savoir si elle se présentera dans cette affaire, mais quand. Et comme mentionné par ma collègue de l'accusation, puisque le processus de reconnaissance du statut de victime va avoir lieu au stade préliminaire, on assistera nécessairement et normalement à ce que des victimes des témoins se voient également reconnaître le statut de victime. Et enfin, Madame la Présidente, et ça sera mon dernier point, la phase préliminaire ne se limite pas aux activités du procureur et de la défense. Et comme mentionné également par ma collègue de l'accusation, les représentants légaux des victimes y jouent un rôle actif, impliquant des interactions précoces avec des personnes susceptibles de bénéficier de ce double statut. Et en l'absence de directives claires, ces interactions sont nécessairement exposées à une incertitude pourtant évitable. L'adoption de ce protocole
dès à présent permettrait non seulement d'harmoniser les pratiques, mais également d'assurer la sécurité juridique des participants ainsi que de leur protection. Et pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'adopter dès à présent ce protocole au bénéfice des témoins victimes. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Sarapelé. Maintenant, je donne la parole maintenant aux représentants du Bureau du Conseil public pour les victimes. L'unité de protection des victimes. Voilà, si vous avez quelque chose à ajouter. Merci, Madame la Présidente. Pas d'observation particulière. Le protocole clarifie la coordination entre les parties, qui est utile lorsqu'ils ont affaire à un témoin protégé dans le cadre du programme de protection de la Cour géré par l'unité de l'aide aux victimes et aux témoins. En ce sens, il est bénéfique puisqu'il permet une approche coordonnée des parties envers notre unité. Pour le reste, et en cas de questions sécuritaires, l'unité se tient à la disposition des parties et des représentants légaux des victimes en cas de problème sécuritaire particulier concernant un témoin ou une victime dans cette affaire. Merci beaucoup. Donc maintenant, la Chambre est convaincue que les arguments des parties et du Bureau du Conseil public pour les victimes La Chambre est d'avis que l'adoption d'un tel protocole va faciliter et va clarifier la marche à suivre à l'échange d'informations concernant et les contacts avec les individus ayant une double qualité de victimes et de témoins. La pratique est bien établie dans la jurisprudence de la Cour. Sur ce point, comme vous le savez, et les dispositions du protocole sont maintenant standardisées. La Chambre enjoint donc au greffe de déposer au dossier de l'affaire, avant la fin de la semaine, de ce protocole pour la référence. Le quatrième et dernier point de l'ordre du jour concerne la désignation conjointe des experts. La Chambre considère que des concentrations inter partes en vue de désignation et d'instruction conjointe d'experts permettrait de faciliter les travaux de la Cour en vue d'un éventuel procès. J'aimerais donc savoir, d'une part, si le procureur anticipait faire préparer des expertises en vue d'un procès et, d'une autre part, votre position s'agissant d'un échange inter partes en amont, ça veut dire avant leur désignation éventuelle et instruction. Madame la procureure, nous vous écoutons. La procureure, en ce moment, l'accusation ne pense pas appeler à se présenter des experts pour l'authentification d'éléments de preuve. Si le besoin se pose, nous le ferons pendant le procès. Toutefois, nous sommes ouverts à toute discussion avec la défense pour produire des actes de désignation conjointe ou des instructions pour les experts. En particulier, si la défense a des desiderata pour l'audience de confirmation des charges.
Maître, nous aimerions savoir sur cette question, quelle est votre opinion? La parole est à vous, maître. Maître Hassan, merci Madame la Présidente. Lorsque viendra le temps de désigner des experts et lorsque l'accusation nous saisira de cette question, nous écouterons sa position et nous présenterons cela à M. Khalid El-Hishri et nous attendrons ses instructions pour savoir s'il est d'accord ou pas afin qu'il y ait des experts conjoints. À ce moment-là, nous déciderons. Merci. Merci beaucoup, maître. À ce stade, la Chambre encourage les parties à se concentrer sur cette question avec comme objectif, si le bureau du procureur considère faire produire des rapports d'experts et de s'entendre sur les instructions qu'il convient de leur donner. Les parties sont invitées à faire rapport à la Chambre sur ce point lorsque leurs écritures qui seront déposées avant la prochaine conférence de mise en état. Nous avons abordé tous les points à notre ordre du jour maintenant. Avant de se quitter, la Chambre souhaite fixer la date de la prochaine conférence de mise en état. Elle se tiendra le 3 ou 4 mars 2026. Les parties doivent à nouveau se consulter et déposer des écritures conjointes dans la mesure du possible, au plus tard le 23 février 2026. Les écritures permettront de faire rapport à la Chambre sur le processus de divulgation et plus généralement sur leur préparation en vue d'audience de confirmation de charge. Les parties sont également invitées à identifier toute question ou proposition qu'ils souhaitent voir inclure à l'ordre du jour de la deuxième conférence de mise en état. À moins qu'il y ait une demande pour prendre la parole, voilà, on va mettre fin à notre séance. Je remercie tous les participants, l'équipe audiovisuelle, les interprètes et les scénotépistes, et les agents de sécurité. À vous tous, et l'audience, elle est levée. All rise, we will await.